Partie 1. Le silence qui s'abattit sur l'open space était si dense qu'on aurait pu l'entendre tomber comme une chape de plomb. 30 paires d'yeux me fixaient, oscillant entre la compassion et la curiosité morbide. Marc se tenait là, devant mon bureau, sa prestance habituelle légèrement ébranlée par mon calme apparent. Il s'attendait visiblement à ce que je m'effondre, que je supplie, que je fasse une scène. Mais après 15 ans de mariage avec cet homme, j'avais appris à anticiper ses coups bas. Celui-ci, cependant, dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. « Parfait timing, chérie », dis-je en me levant lentement, ajustant ma veste d'un geste théâtral. « Justement, j'avais quelque chose à t'annoncer devant témoin. » Son sourire arrogant vacilla. Je vis une lueur d'inquiétude traverser ses yeux verts, ces mêmes yeux qui m'avaient séduite à l'université, il y a tant d'années. Comme il paraissait petit maintenant, avec sa calvitie naissante qu'il tentait de dissimuler sous une coiffure savamment étudiée, et ce ventre qui débordait de plus en plus de ses costumes sur mesure. « Sophie, ne fais pas l'idiote », murmura-t-il, mais sa voix manquait de conviction. « On peut discuter de ça à la maison. » « Quelle maison, Marc ? Celle que tu partages désormais avec... Comment s'appelle-t-elle déjà ? Ah oui, Léa. 23 ans, c'est ça ? L'âge qu'avait notre fille quand tu as commencé à la draguer. » Un murmure parcourut l'assistance. Marc devint livide. « Ce n'est pas du tout ça, et tu le sais très bien. » « Oh, je sais beaucoup de choses, crois-moi. » Je contournai mon bureau, m'approchant de lui avec une lenteur calculée. « Par exemple, je sais que tu as ouvert un compte joint avec elle il y a 6 mois. Je sais aussi que tu as hypothéqué notre maison sans me le dire pour financer son petit commerce de bijoux fantaisie. Et surtout, je sais que tu crois que je ne sais rien de tout cela. » Marc recula d'un pas, visiblement déstabilisé. Autour de nous, mes collègues ne perdaient pas une miette du spectacle. Certains avaient même sorti discrètement leur téléphone. À l'ère des réseaux sociaux, rien n'échappait à l'immortalisation numérique. « Sophie, arrête tes conneries et prends ta valise. On réglera ça plus tard. »« Non, Marc, on va régler ça maintenant ici, devant tout le monde. Puisque tu as choisi de me humilier publiquement, je vais te rendre l'appareil. » Je me tournai vers mes collègues, embrassant du regard toute l'assemblée médusée. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter mon ex-mari, Marc Dubois, directeur commercial chez Hartman & Associates. Un homme qui, après 15 ans de mariage et une fille de 25 ans, a décidé de refaire sa vie avec une gamine qui pourrait être sa fille. « Sophie », Marc tenta de m'interrompre, mais je levai la main. « Laisse-moi finir, chérie. Tu vas adorer la suite. » Je me rapprochai encore, jusqu'à pouvoir sentir son eau de Cologne trop forte, celle qu'il mettait toujours quand il voulait impressionner. « Vois-tu » Marc a cru très malin de me mettre devant le fait accompli. Il pensait que, comme toutes ces épouses délaissées qu'on voit dans les films, j'allais accepter ma situation en silence, peut-être même remercier pour les années passées ensemble. Le silence était maintenant total. Même les téléphones avaient cessé de sonner. Seul le ronronnement des ordinateurs et le bruit de la climatisation meublèrent l'atmosphère tendue. Mais Marc a oublié un détail important, continuai-je, savourant chaque mot. Il a oublié que je suis avocate spécialisée en droit des affaires, et qu'en tant qu'avocate, j'ai accès à certaines informations qu'un simple directeur commercial ne soupçonne même pas. Cette fois, Marc pâlit vraiment. Je vis ses mains trembler légèrement. « De quoi tu parles ? » ?»« Oh, de pas grand-chose. Juste de tes petits arrangements avec les fournisseurs de ton entreprise. Ces fameux contrats que tu signes avec des sociétés écrans. Ces commissions qui tombent sur des comptes offshore. Cette TVA que tu oublies parfois de déclarer. » Marc me saisit le bras, ses ongles s'enfonçant dans ma chair. « Tu délires complètement. Lâche-moi, » dis-je calmement, mais d'une voix qui ne souffrait aucune contestation. Ou je hurle, et tes nouveaux beaux-parents découvriront sur les réseaux sociaux que leur gendre adoré est un petit escroc en col blanc. Il me lâcha immédiatement. Autour de nous, l'agitation grandissait. Plusieurs de mes collègues avaient sorti leur téléphone et filmaient ouvertement maintenant. « Tu n'as aucune preuve de ce que tu avances, » dit-il, mais sa voix était devenue rauque. « Vraiment ?» Je sortis de mon sac une épaisse chemise cartonnée, photocopie des relevés bancaires de tes comptes cachés, copie des factures falsifiées, enregistrement de tes conversations téléphoniques avec tes complices. Mon cher Marc, quand on trompe sa femme, on évite de le faire avec quelqu'un qui a accès à ton ordinateur personnel et qui connaît tous tes mots de passe. Le visage de Marc avait maintenant pris une teinte verdâtre. Il regardait la chemise comme si elle contenait sa condamnation à mort. Tu m'as espionné ? Disons que j'ai fait preuve de curiosité professionnelle. Tu sais comme j'aime que les choses soient d'un claires et nettes. Je brandis la chemise devant lui. Vois-tu, pendant que tu jouais les amoureux transis avec ta petite protégée, moi, je travaillais.
Je rassemblais des preuves, je constituais des dossiers, je préparais notre divorce et accessoirement ta mise en examen pour escroquerie, fraude fiscale et abus de biens sociaux. Marc titubait maintenant. Il s'appuya contre mon bureau, le visage défait. « Sophie, on peut s'arranger, on peut discuter. » Discuter, je ris, d'un rire cristallin qui résonna dans tout l'open space. « Mais nous discutons, Marc, et c'est très instructif. Par exemple, j'apprends que notre fille adore déjà ta nouvelle compagne. C'est touchant. J'ai hâte de lui raconter comment son père adoré a financé les études de commerce de sa belle-mère avec l'argent qu'il volait à son entreprise. Emma ne doit pas savoir ça. Emma est une adulte, Marc. Elle a le droit de savoir qui est vraiment son père. » Je rangeais soigneusement la chemise dans mon sac. Et puis, elle l'apprendra de toute façon quand les journaux relayeront l'affaire. Tu sais comment ça se passe avec les scandales financiers de nos jours. Ça fait vendre. Marc s'effondra littéralement sur une chaise. Ses épaules s'affaissèrent et il enfouit son visage dans ses mains. « Qu'est-ce que tu veux ?» murmura-t-il. « Ce que je veux ?» Je me penchai vers lui, parlant suffisamment fort pour que tout le monde entende. « Je veux que tu partes d'ici immédiatement. Je veux que tu retournes chez ta petite amie et que tu lui expliques que les rêves dorés qu'elle caressait viennent de partir en fumée. Je veux que tu réfléchisses très fort à la manière dont tu vas annoncer à ta fille que son père est un escroc. Et surtout, je veux que tu ne t'approches plus jamais de moi. » Marc releva la tête. Ses yeux étaient rouges, son visage bouffi. « Et si j'accepte tes conditions ? Si tu acceptes mes conditions, je pourrais peut-être me montrer clémente. Peut-être que les autorités fiscales ne recevront pas immédiatement copie de tous ces documents. Peut-être que ton employeur ne découvrira pas tout de suite tes petits trafics. Peut-être. » Marc se leva péniblement, chancelant comme un homme ivre. « Tu es devenue folle, Sophie. Complètement folle. » « Non, Marc. Je suis devenue libre. Je saisis la poignée de ma valise. Et contrairement à toi, je sais exactement où je vais dormir ce soir. » Marc me regarda, incrédule. « Où ça ? » ?»« Chez Maître Blanchard, mon associé. Il m'a proposé la chambre d'amis de son appartement parisien le temps que notre divorce soit prononcé. Tu sais, cet appartement dans le 16e arrondissement que tu as toujours trouvé trop bourgeois pour tes goûts. » Je souris. Il paraît que la vue sur la Seine est magnifique depuis la terrasse. « Blanchard ? Ce vieux bouc ? » Ce vieux bouc, comme tu dis, a 52 ans. Il est veuf depuis 3 ans, père de 2 enfants charmants et accessoirement l'un des meilleurs avocats en droit pénal de Paris. Il sera parfait pour s'occuper de ton dossier quand le moment viendra. Marc resta bouche bée. Autour de nous, plusieurs personnes applaudirent discrètement. Tu as déjà tout prévu. Évidemment. Tu ne pensais pas que j'allais me laisser avoir par tes petites manœuvres de collégien attardé ? Je me dirigeais vers la sortie, traînant ma valise derrière moi. Oh, et Marc ? Il se tourna vers moi, l'air hagard. Tu peux garder la maison. De toute façon, elle sera saisie quand le fisc découvrira que tu l'as hypothéquée avec de l'argent sale. Au moins, ta petite amie aura le temps de s'habituer aux visites d'huissiers. Je quittai l'open space sous les applaudissements nourris de mes collègues. Dans le couloir, j'entendis Marc qui tentait péniblement de reprendre contenance. « Bon, eh bien, il faut que j'y aille. Sophie exagère, bien sûr. Vous savez comment sont les femmes quand elles sont... Enfin, vous voyez, mais personne ne semblait l'écouter. Le mal était fait. Une fois dans l'ascenseur, je laissai enfin échapper le sourire que je retenais depuis le début de cette confrontation. Mon téléphone vibra. Un message de Maître Blanchard. « J'ai préparé un excellent Bordeaux pour ce soir. Il faut fêter votre nouvelle vie. » Je tapais ma réponse. « Avec plaisir. J'apporte les dossiers. » Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au rez-de-chaussée, je me sentais déjà différente, plus légère, plus forte. 15 ans de mariage venaient de s'achever en 15 minutes, mais j'avais l'impression de renaître. Dans le hall de l'immeuble, je croisais Sylvie, ma secrétaire, qui descendait chercher du café. « Madame Dubois, j'ai tout entendu là-haut. C'était extraordinaire. Merci Sylvie. Et appelez-moi Sophie, voulez-vous ? Madame Dubois, c'est fini. Vous allez vraiment porter plainte contre lui ? » Je m'arrêtais, réfléchissant à la question. « Vous savez, Sylvie, il y a 15 ans, j'aurais probablement tout fait pour sauver notre couple. J'aurais fermé les yeux, j'aurais trouvé des excuses, j'aurais espéré qu'il change. Je regardais par les baies vitrées la rue animée, les passants qui vaquaient à leurs occupations, ignorant tout du petit drame qui venait de se jouer au 10e étage. Mais aujourd'hui, je réalise que certains hommes ne changent jamais. Ils deviennent juste plus audacieux dans leurs mensonges. Alors, Marc va découvrir que mentir à une avocate n'est jamais une bonne idée. Je poussai la porte de l'immeuble et sortis dans la rue. Il faisait beau, le soleil brillait,
Et pour la première fois depuis des mois, j'avais envie de sourire. Vraiment. Mon téléphone sonna. Emma. Maman, papa vient de m'appeler. Il était dans tous ses états. Il m'a dit que vous vous étiez disputés et que tu avais dit des choses terribles sur lui devant tous tes collègues. Ma chérie, ton père et moi devons te parler. Tous les deux. Séparément d'abord, puis ensemble si tu le souhaites. Maman, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je m'arrêtais au bord du trottoir, cherchant mes mots. Comment expliquer à sa fille que l'homme qu'elle admirait depuis toujours venait de révéler sa vraie nature? Emma, ton père a pris certaines décisions concernant notre mariage. Des décisions qu'il aurait dû discuter avec moi avant de les prendre. Tu veux dire le divorce? Il m'en a parlé. Il m'a dit que vous ne vous entendiez plus depuis longtemps. C'est plus compliqué que ça, ma chérie. À cause de Léa, je marquais un temps d'arrêt. Emma était donc au courant. Tu la connais? Papa me l'a présentée il y a 2 semaines. Il m'a dit que c'était... Enfin, qu'elle était importante pour lui. Et qu'en as-tu pensé? Un long silence au bout du fil. Maman, elle a à peine 2 ans de plus que moi. C'est bizarre, je peux l'imaginer. Tu es en colère contre moi? Parce que je ne t'ai rien dit? Oh ma chérie, non. Bien sûr que non. Tu n'as pas à choisir entre ton père et moi, et tu n'as pas à gérer nos problèmes de couple. Mais papa m'a dit que tu l'accusais de choses terribles, que tu avais monté un dossier contre lui. Je fermais les yeux. Marc n'avait pas perdu de temps. Emma, est-ce que tu peux venir dîner avec moi ce soir? J'aimerais qu'on parle de tout ça, calmement. Oui, d'accord. Chez vous? Non, pas chez nous. Je t'expliquerai. Après avoir raccroché, je restais un moment immobile sur le trottoir, regardant les gens passer. Certains étaient à le presser, d'autres flânaient, quelques-uns parlaient au téléphone comme moi quelques minutes plus tôt. Tous avaient leurs propres problèmes, leurs propres drames, leurs propres joies. Le monde continuait de tourner, indifférent à la petite révolution qui venait de bouleverser ma vie. Un taxi s'arrêta devant moi. « Où va-t-on, madame ?»« Avenue Foch, s'il vous plaît. » Pendant le trajet, je repensais à la scène qui venait de se dérouler. Avais-je été trop dure? Trop théâtrale? Non, décidément non. Marc avait choisi la manière forte, je lui avais simplement rendu la monnaie de sa pièce. Mon téléphone vibra de nouveau. Un message de mon collègue Pierre. « Sophie, tout l'étage parle de ce qui s'est passé. Tu vas bien ?» Je souris en tapant ma réponse. Mieux que jamais. Puis un autre message, de Martine cette fois. « Ma chérie, j'ai tout vu depuis mon bureau. Tu as été formidable. Si tu as besoin de quoi que ce soit... » Et encore un autre d'Antoine. « Respect, Sophie. Ton mari ne s'attendait pas à ça. » En quelques minutes, mon téléphone fut submergé de messages de soutien. Mes collègues, que je pensais parfois indifférents, se révélaient solidaires et compréhensifs. Quelques-uns avaient même déjà posté des témoignages sur les réseaux sociaux, parlant de justice poétique et de femme courageuse qui reprend sa vie en main. « On arrive, madame », dit le chauffeur. Je regardais par la fenêtre l'immeuble haussmannien où habitait Maître Blanchard. Ces fenêtres donnaient effectivement sur la Seine, et à cette heure de l'après-midi, le soleil faisait scintiller l'eau comme des milliers de diamants. « Merci », dis-je en descendant du taxi. Sur le trottoir, je pris une profonde inspiration. L'air sentait l'été, et les marronniers en fleurs. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de respirer vraiment. Mon téléphone sonna encore. Cette fois, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. « Allô? Sophie? C'est Léa. » Je faillis raccrocher immédiatement, mais quelque chose dans sa voix m'arrêta. Elle semblait effrayée. « Qu'est-ce que vous me voulez? Il faut qu'on parle. Marc est dans un état épouvantable. Il dit que vous allez le faire arrêter, que vous avez des preuves contre lui, et j'aimerais savoir si c'est vrai. » Je restai silencieuse un moment, réfléchissant à la situation. Cette gamine était-elle complice des agissements de Marc ou simplement naïve? « Où êtes-vous » demandai-je finalement. « Au café en bas de chez vous. Enfin, chez Marc. J'ose pas remonter. Il fait les 100 pas en hurlant au téléphone avec son avocat. Il a déjà appelé un avocat? Dès qu'il est rentré, il a dit que vous étiez devenue folle, que vous inventiez tout, mais j'ai vu sa tête quand il a raccroché. Sophie, j'ai peur. » Cette conversation prenait une tournure inattendue. La maîtresse éplorée qui appelait l'épouse bafouée pour demander son aide, c'était un scénario que je n'avais pas prévu. « Léa, je vais vous donner un conseil gratuit. Quittez Marc immédiatement. Trouvez-vous un bon avocat et préparez-vous à répondre à beaucoup de questions désagréables dans les semaines qui viennent. Mais je l'aime. Vous aimez l'homme qu'il prétend être, pas celui qu'il est vraiment. » Un sanglot au bout du fil. «
Sophie, est-ce que vous accepteriez de me rencontrer? Juste 5 minutes? Je sais que je n'ai pas le droit de vous demander ça, mais j'ai besoin de comprendre. Je regardais l'immeuble de Maître Blanchard, puis ma montre. J'avais du temps avant notre rendez-vous. Café de la paix, dans 1 heure, dis-je avant de raccrocher. Décidément, cette journée était pleine de surprises. Partie 2. Le café de la paix n'avait jamais aussi bien porté son nom. Assis à une table près de la fenêtre, je regardais les passants déambuler sur les Champs-Élysées, leurs visages insouciants contrastant avec la tempête qui faisait rage dans ma vie. J'étais arrivée en avance, par habitude professionnelle, et j'avais commandé un café que je n'arrivais pas à boire, tant mes mains tremblaient encore d'adrénaline. La confrontation avec Marc avait libéré en moi une énergie que je ne me connaissais pas. Pendant des années, j'avais été l'épouse modèle, la mère attentionnée, l'avocate respectée mais discrète. Aujourd'hui, j'avais découvert une autre facette de ma personnalité, celle d'une femme capable de se battre, de rendre coup pour coup, de ne plus se laisser marcher dessus. Sophie? Je levai les yeux. Léa se tenait devant ma table, plus petite et plus fragile que je ne l'avais imaginé. Avec ses cheveux blonds tirés en queue de cheval et son visage encore poupin, elle faisait effectivement plus jeune que ses 23 ans. Ses yeux rouges et gonflés témoignaient qu'elle avait pleuré. « Asseyez-vous », dis-je simplement. Elle s'installa face à moi, posant nerveusement son sac sur ses genoux. Elle portait une robe d'été bon marché et des chaussures plates usées. Rien à voir avec l'image de la croqueuse de diamants que je m'étais forgée. « Merci d'être venue », murmura-t-elle. Je ne savais pas vers qui me tourner. Vos parents, vos amis, mes parents, ils ne savent pas pour Marc. Enfin, ils savent que je fréquente quelqu'un, mais pas qu'il était marié. Elle se reprit, confuse. Et mes amis, ils m'avaient prévenu. Ils m'avaient dit qu'un homme de 48 ans qui sort avec une fille de mon âge, c'était louche. Ils avaient raison. Léa baissa la tête. Je sais. Maintenant je sais. Le serveur s'approcha. Léa commanda un thé, d'une voix si faible qu'il dut se pencher pour l'entendre. « Léa, pourquoi vouliez-vous me voir ?» Elle releva les yeux, et j'y lus une détresse sincère. « Parce que j'ai besoin de savoir la vérité. Marc me raconte tellement de versions différentes que je ne sais plus quoi croire. Il dit que vous êtes devenue folle de jalousie, que vous inventez des preuves contre lui pour vous venger. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que Marc ment. Beaucoup. Tout le temps, même. » Elle triturait ses mains. Depuis qu'il est rentré cet après-midi, il n'arrête pas de passer des coups de fil. Il a appelé 3 avocats différents, sa banque, son comptable. Si tout était inventé, pourquoi ferait-il ça? Effectivement. Sophie, est-ce que vous pouvez me dire ce que Marc a vraiment fait? Je l'observais un moment. Cette fille était-elle vraiment aussi naïve qu'elle en avait l'air? Ou jouait-elle la comédie pour me soutirer des informations? Léa, depuis combien de temps connaissez-vous Marc? 8 mois. Et il vous a dit qu'il était divorcé? Séparé. Il m'a dit qu'il était séparé de vous depuis 2 ans et que le divorce était en cours. C'est faux. Nous vivions encore ensemble il y a 1 semaine. Léa pâlit. Mais il venait dormir chez moi presque tous les soirs où il me disait qu'il avait des dîners d'affaires ou des déplacements professionnels. Oh mon Dieu. Elle porta la main à sa bouche. Je suis vraiment désolée, Sophie. Je ne savais pas. Je vous jure que je ne savais pas. Comment l'avez-vous rencontré? Dans la boutique où je travaille. Enfin, où je travaillais. Il venait acheter des bijoux pour vous, je suppose, maintenant que j'y repense. Elle eut un rire amer. Il m'a fait croire qu'il les achetait pour sa sœur. Quelle boutique? Création Léa, rue de Rivoli. C'est ma boutique. Enfin, c'était. Votre boutique? Marc m'a aidé à l'ouvrir il y a 6 mois. Il a dit qu'il croyait en mon talent, qu'il voulait m'aider à réaliser mes rêves. Ses yeux se remplirent de larmes. Il a payé le dépôt de garantie, les premiers mois de loyer. Il m'a même aidé à acheter le stock initial. Je commençais à comprendre l'ampleur de la manipulation. Combien vous a-t-il prêté? 75 000 €. Mais ce n'était pas un prêt. Il me l'a offert. Il a dit que c'était un investissement dans notre avenir commun. Et vous avez signé des papiers? Bien sûr. Un bail commercial, des contrats avec les fournisseurs, un compte professionnel. Elle s'arrêta, réalisant soudain. Sophie, vous pensez que cet argent... Je pense que Marc vous a utilisé pour blanchir une partie de l'argent qu'il a détourné de son entreprise. Léa devint livide. Sa tasse de thé tremblait entre ses mains. Mais ça veut dire que je suis complice? Pas si vous n'étiez pas au courant. Mais il va falloir que vous puissiez le prouver. Comment? En acceptant de témoigner contre lui. Léa resta silencieuse un long moment, fixant sa tasse comme si elle contenait les réponses à toutes ses questions. Sophie,
Qu'est-ce qui va m'arriver? Ça dépend. Si vous coopérez avec la justice, si vous aidez à reconstituer le circuit de l'argent, vous pourrez peut-être vous en sortir avec un non-lieu, mais votre boutique sera probablement fermée et vos comptes saisis. Et si je ne dis rien, vous risquez d'être poursuivi pour complicité de blanchiment et d'escroquerie. Vous pourriez écoper de plusieurs années de prison. Léa éclata en sanglots. Plusieurs clients du café se tournèrent vers nous, gênés par ce débordement d'émotions. « Je suis vraiment idiote », octa-t-elle. Mes amis me l'avaient dit, mes parents aussi. Ils trouvaient bizarre qu'un homme aussi riche s'intéresse à moi. Léa, Marc est un manipulateur. Il sait comment s'y prendre avec les femmes. Ne vous culpabilisez pas. Mais j'aurais dû me poser des questions. Quand il payait tout en liquide, quand il refusait qu'on sorte dans certains quartiers de peur de tomber sur des connaissances, quand il ne voulait jamais que je réponde au téléphone chez lui. Elle énumérait les signaux d'alarme qu'elle avait choisi d'ignorer, aveuglée par ce qu'elle prenait pour de l'amour. « Léa, Marc vous a fait croire qu'il vous aimait ? Il me l'a dit. Il m'a dit que j'étais la femme de sa vie, qu'avec moi il se sentait revivre. Il m'a même parlé de mariage, d'enfants. » Elle s'essuya les yeux avec sa serviette. « Hier encore, il m'a dit qu'il allait vous demander le divorce cette semaine et qu'on pourrait enfin vivre au grand jour. Et Emma, ma fille, il m'a dit qu'elle était impatiente de me rencontrer, qu'elle en avait assez de vous voir triste et amère. Cette fois, ce fut à mon tour de pâlir. Marc avait vraiment tout prévu, y compris l'aliénation de ma propre fille. Léa, Emma m'a dit au téléphone qu'elle vous avait trouvé bizarre. Ce ne sont pas ses mots exacts, mais l'idée était là. Vraiment ? Pour la première fois depuis le début de notre conversation, un sourire timide éclaira le visage de Léa. Elle a été très polie avec moi, mais j'ai senti qu'elle était mal à l'aise. Je me suis dit que c'était normal, vu les circonstances. Emma est une fille intelligente. Elle a senti que quelque chose ne collait pas. Nous restâmes silencieuses quelques minutes, chacune perdue dans ses pensées. L'après-midi touchait à sa fin, et la lumière dorée du soleil couchant filtrait à travers les vitres du café. « Sophie, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? D'abord, vous devez quitter Marc, immédiatement. Ne retournez pas chez lui, ne restez pas seule avec lui. Mais toutes mes affaires sont chez lui. Nous irons les chercher ensemble, avec un huissier si nécessaire. Marc ne doit plus avoir l'occasion de vous influencer ou de vous faire pression. Et après ? Après, vous allez voir un avocat. Un bon avocat spécialisé en droit pénal. Je peux vous en recommander un. Je n'ai pas les moyens de payer un avocat. Vous aurez droit à l'aide juridictionnelle. Et si vous coopérez avec la justice, votre situation sera prise en compte. » Léa hocha la tête, semblant reprendre un peu de courage. « Sophie, pourquoi vous m'aidez ? Je veux dire, j'ai couché avec votre mari pendant 8 mois. Vous devriez me détester. » Je réfléchis à sa question. Effectivement, pourquoi est-ce que j'aidais cette fille ? Par pitié ? Par calcul ? Pour me venger de Marc ? Peut-être parce que nous sommes toutes les deux victimes du même homme, dis-je finalement. Marc nous a menti à toutes les deux. Il nous a utilisées toutes les deux. La différence, c'est que moi j'ai mis 15 ans à m'en rendre compte. Vous ne regrettez pas ces 15 années ? Non. Elles m'ont donné Emma, et elles m'ont appris à reconnaître les menteurs. Mon téléphone vibra. Un message de Maître Blanchard. J'ai du nouveau, urgent. Pouvez-vous venir ? Léa, il faut que j'y aille. Mais avant, donnez-moi votre numéro. Je vais vous envoyer les coordonnées de l'avocat dont je vous ai parlé. D'accord. Nous échangeâmes nos numéros. En me levant, je remarquai qu'elle avait à peine touché à son thé. Léa, où allez-vous dormir ce soir ? Je ne sais pas. Chez une amie, peut-être. Prenez une chambre d'hôtel. Payez en liquide si vous avez des espèces, ou avec votre carte personnelle si les comptes ne sont pas encore bloqués. Et ne dites à personne où vous êtes. Surtout pas à Marc. Vous pensez qu'il pourrait être dangereux ? Je pense qu'un homme acculé peut devenir imprévisible. Nous nous séparâmes devant le café. Je regardais Léa s'éloigner d'un pas incertain, sa silhouette menue se perdant dans la foule des Champs-Élysées. Cette fille avait détruit mon mariage. Mais bizarrement, je ne lui en voulais pas. Elle était aussi manipulée que moi, peut-être plus encore. Le trajet jusque chez Maître Blanchard me prit une 20aine de minutes. Dans le taxi, je repensais à tout ce que Léa m'avait révélé. La boutique, les 75 000 €, les mensonges sur notre séparation. Marc avait orchestré une véritable escroquerie sentimentale. Nous voici arrivés, madame. L'immeuble de Maître Blanchard était encore plus imposant que dans mon souvenir. Construit au début du XXe siècle, il dégageait cette prestance bourgeoise qui caractérise le 16e arrondissement. Le hall d'entrée, avec ses moulures dorées et son escalier en marbre, témoignait d'une époque où l'élégance primait sur la fonctionnalité. « Sophie !» Maître Blanchard m'attendait sur le palier du 5e étage. Grand, distingué,
Avec ses cheveux gris impeccablement coiffés et son costume 3 pièces, il incarnait parfaitement l'image de l'avocat parisien de renom. « Comment allez-vous, ma chère ? Mieux que ce matin, en tout cas. Entrez, entrez. J'ai préparé du thé. Ou préférez-vous ce Bordeaux dont je vous parlais ? Le Bordeaux sera parfait. » L'appartement de Maître Blanchard était à l'image de son propriétaire. Élégant, raffiné, mais sans ostentation. Les meubles anciens côtoyaient harmonieusement quelques pièces contemporaines, et les murs étaient couverts de livres de droit et d'œuvres d'art soigneusement choisis. « Asseyez-vous », dit-il en me désignant un canapé en cuir près de la fenêtre. J'ai effectivement du nouveau, et c'est plutôt explosif. Il me tendit un verre de vin et s'installa en face de moi avec un dossier. Alors, après votre appel de ce matin, j'ai immédiatement contacté mes relations au parquet financier. Il se trouve que votre mari fait déjà l'objet d'une enquête préliminaire depuis 3 mois. Vraiment, vraiment. Un de ses collègues a signalé des irrégularités dans la comptabilité. Rien de très précis, mais suffisant pour éveiller les soupçons. Marc le sait ? Apparemment pas. L'enquête était discrète, et il n'en était qu'au stade des vérifications préliminaires. Et maintenant, avec les éléments que vous apportez, l'enquête va changer de dimension. J'ai transmis copie de vos documents au procureur. Il souhaite vous rencontrer dès demain matin. Je bus une gorgée de Bordeaux, savourant sa richesse et sa complexité. Comme il était étrange de négocier la chute de son mari en dégustant un grand cru dans un appartement parisien. Il y a autre chose, continua Maître Blanchard. Votre mari a effectivement contacté un avocat cet après-midi. Maître Durand, de mon ancien cabinet. Vous le connaissez ? Très bien. C'est un excellent pénaliste. Mais il n'accepte généralement pas les dossiers perdus d'avance. Qu'est-ce que ça signifie ? Soit Marc lui a menti sur l'ampleur des preuves contre lui, soit Durand pense pouvoir négocier un arrangement. Quel genre d'arrangement ? Restitution des sommes détournées, licenciement pour faute grave, et peut-être une condamnation avec sursis s'il coopère. Et s'il ne coopère pas ? Prison ferme. 3 à 5 ans, probablement. J'accusais le coup. Malgré tout ce que Marc m'avait fait subir, l'idée de le voir derrière les barreaux me faisait quelque chose. Sophie, vous avez le droit de changer d'avis. Vous pourriez décider de ne pas porter plainte. Et alors ? L'enquête administrative suivrait son cours, mais sans votre témoignage et sans les preuves que vous détenez, Marc s'en sortirait probablement avec un simple licenciement. Pour qu'il recommence ailleurs ? C'est possible. Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre. En contrebas, la Seine coulait paisiblement, indifférente aux drames humains qui se jouaient dans les immeubles qui l'abordaient. Sur l'autre rive, les lumières de la rive droite commençaient à s'allumer. « Maître Blanchard, j'ai rencontré Léa cet après-midi. La maîtresse de votre mari ? Elle n'est pas du tout ce que j'imaginais. C'est une gamine naïve que Marc a manipulée. Vous pensez qu'elle pourrait témoigner ? Je pense qu'elle va témoigner. Elle vient de réaliser qu'elle risque gros si elle ne coopère pas. C'est une excellente nouvelle. Son témoignage sera crucial pour établir le circuit de blanchiment. » Mon téléphone sonna. « Emma, excuse-moi, » dis-je à Maître Blanchard avant de décrocher. « Maman ? J'ai essayé de joindre papa, mais il ne répond pas. On peut se voir maintenant ? Bien sûr, ma chérie. Tu es où ? Chez moi. Tu peux venir ? J'arrive. » Je raccrochai et me tournai vers Maître Blanchard. « Je dois voir ma fille. Naturellement. Nous finirons cette conversation demain. En attendant, réfléchissez bien à ce que vous voulez vraiment. Que voulez-vous dire ? Votre mari va tomber, Sophie. Avec ou sans votre aide. La question est de savoir si vous voulez être celle qui enfonce le clou. » En quittant l'appartement de Maître Blanchard, je me sentais étrangement vide. L'adrénaline de l'après-midi était retombée, laissant place à une fatigue profonde. Dans quelques heures, j'allais devoir expliquer à ma fille que son père était un escroc. Comment trouve-t-on les mots pour annoncer une chose pareille ? Le taxi me déposa devant l'immeuble d'Emma, dans le 15e arrondissement. Ma fille avait choisi de vivre dans un quartier populaire, loin du standing bourgeois que Marc et moi affichions. « Je veux être indépendante », disait-elle. « Je ne veux pas que mes parents paient ma vie, comme elle ressemblait peu à son père, finalement. »« Maman !» Emma m'ouvrit, avant même que j'aie eu le temps de sonner. Grande, brune, avec les yeux verts de Marc, mais ma détermination, elle était devenue une belle jeune femme. « Ça va ? Tu as l'air épuisée. »« C'est une longue histoire, ma chérie. » L'appartement d'Emma était petit mais chaleureux. Avec ses meubles de récupération et ses affiches de films d'auteur, il reflétait parfaitement la personnalité de ma fille. Artiste, indépendante, un brin bohème. « Tu veux boire quelque chose ? Un café, si tu as. » Emma s'affaira dans sa kitchenette pendant que je m'installais sur son canapé. Sur la table basse, je remarquais des magazines de cinéma et des scénarios à noter. Emma terminait ses études de réalisation
et rêvait de faire des documentaires sociaux. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Papa m'a appelé dans tous ses états, mais son récit était incohérent. Emma, assieds-toi, on va parler. » Elle posa 2 tasses de café sur la table et s'installa en face de moi, les jambes repliées sous elle comme quand elle était petite. « Papa et moi divorçons. Tu le sais déjà. » « Oui, il me l'a dit. Mais pourquoi maintenant ? Vous sembliez aller bien. » « Nous n'allions pas bien, Emma. Nous faisions semblant. Depuis longtemps. À cause de Léa, entre autres. Mais il y a plus grave. » Je pris une profonde inspiration. Comment expliquer à sa fille que l'homme qu'elle admirait depuis l'enfance était un menteur et un voleur ? « Emma, ton père a fait des choses très graves dans son travail. Des choses illégales. » Le visage d'Emma se ferma. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Il a détourné de l'argent de son entreprise. Beaucoup d'argent. Tu en es sûre ? J'en ai les preuves. » Emma resta silencieuse un long moment, digérant l'information. « Et tu vas le dénoncer ? Emma, la justice est déjà au courant. Avec ou sans moi, ton père va avoir des problèmes. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais témoigner. Je vais aider la justice à comprendre ce qui s'est passé. » Emma se leva brusquement et alla se poster devant la fenêtre. « Maman, c'est mon père. Je sais, ma chérie. Tu ne peux pas arranger les choses ? Il n'y a rien à arranger, Emma. Ton père a trahi la confiance de son employeur. Il m'a trompée. Il a manipulé une gamine de ton âge. Il doit assumer les conséquences de ses actes. Et moi, dans tout ça ? Toi, tu n'as rien fait de mal. Tu n'es responsable de rien. » Emma se retourna, les yeux brillants de larmes. « Mais c'est quand même mon père. Comment je vais faire pour le regarder en face maintenant ? Emma, viens ici. » Elle revint s'asseoir à côté de moi, et je la pris dans mes bras comme quand elle était enfant. « Ma chérie, ton père reste ton père. Il t'aime à sa manière. Mais l'amour ne justifie pas tout. Tu crois qu'il va aller en prison ? C'est possible. » Emma pleura silencieusement contre mon épaule. Je caressai ses cheveux, cherchant les mots pour la consoler. « Maman, j'ai peur. » « Peur de quoi ? Peur que les gens sachent. Peur que mes amis, mes collègues découvrent que mon père est un escroc. Emma, regarde-moi. » Elle leva la tête. « Tu n'es pas responsable des erreurs de ton père ? Tu es une femme bien, intelligente, intègre. C'est ce que tu es qui compte, pas ce qu'il a fait. Et si les journaux en parlent ? S'ils en parlent, on affrontera ça ensemble, toutes les deux. » Nous restâmes enlacés un moment, dans le silence de l'appartement. Dehors, la nuit était tombée, et les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles terrestres. « Maman ? Oui ? Tu as bien fait ? Tu es sûre ? Oui. Si papa a vraiment fait ce que tu dis, il faut qu'il paye. » Cette fois, ce fut à mon tour de pleurer. Ma fille, ma petite fille, venait de me donner l'absolution que je n'osais espérer. « Je t'aime, Emma. Moi aussi, maman. Et on va s'en sortir. Oui, pensais-je en regardant par la fenêtre les lumières de Paris. Nous allions nous en sortir. Toutes les deux. Partie 3. Le lendemain matin, je me réveillais dans la chambre d'amis de Maître Blanchard avec une sensation étrange de légèreté. Pour la première fois depuis des mois, j'avais dormi d'un sommeil profond, sans cauchemar, sans réveils en sursaut. Le soleil filtrait à travers les rideaux de lin blanc, dessinant des motifs dorés sur le parquet ciré. Dehors, Paris s'éveillait dans une symphonie de klaxons et de voix. Mon téléphone affichait déjà 15 messages non lus, des collègues qui prenaient de mes nouvelles, des amis qui avaient appris la nouvelle par les réseaux sociaux, et surtout, 3 appels manqués de Marc. Je décidai de les ignorer pour le moment. En descendant dans la cuisine, je trouvai Maître Blanchard déjà habillé, lisant Le Figaro en buvant son café. « Bonjour Sophie. Bien dormi ? Mieux que depuis longtemps. Parfait. J'ai préparé du café et des croissants. Nous devons être au palais de justice dans 1 heure. Des nouvelles depuis hier ? » Il plia son journal avec un sourire que je ne lui connaissais pas. « Votre mari a eu une nuit agitée, semble-t-il. » D'après mes sources, il a contacté 4 avocats différents entre hier soir et ce matin. 2 ont refusé de le prendre. Un 3e demande des honoraires que Marc ne peut manifestement pas payer. Et le 4e ? Maître Durand a finalement accepté, mais à condition que Marc lui verse immédiatement 50 000 € de provision. Il les a ? C'est là que ça devient intéressant. Il semblerait que tous les comptes de Marc soient sous surveillance depuis ce matin. Le juge d'instruction a signé une ordonnance de gel conservatoire. Je m'assis, accusant le coup. Les choses allaient très vite, plus vite que je ne l'avais imaginé. « Sophie, vous réalisez ce que ça signifie ? Que Marc ne peut plus toucher à son argent ? » « Exactement. Et s'il ne peut pas payer son avocat, il devra se contenter d'un commis d'office, qui sera largement dépassé par l'ampleur du dossier. » Je bus une gorgée de café, réfléchissant aux implications de cette nouvelle situation. Marc, qui avait toujours tout contrôlé,
se retrouvait maintenant complètement démunie. Il y a autre chose, continua Maître Blanchard. Léa a appelé ce matin. Elle souhaite vous voir avant l'audition. Elle a dit pourquoi. Non, mais elle semblait très agitée. Mon téléphone vibra. Un texto de Léa. Sophie, c'est urgent. Marc a essayé de me joindre toute la nuit. Il dit des choses terribles. J'ai peur. Je montrai le message à Maître Blanchard. Nous devons la voir immédiatement, dit-il. Si Marc tente de faire pression sur elle, cela pourrait constituer une entrave à la justice. Où peut-on la rencontrer? Elle est dans un hôtel près de la gare du Nord, le Crown Plaza. J'y vais, je vous accompagne. Le trajet jusqu'à l'hôtel se fit dans un silence tendu. Paris défilait derrière les vitres du taxi, indifférent au drame qui se jouait dans nos vies. Les Parisiens se rendaient au travail, les touristes prenaient des photos, la vie suivait son cours normal. Maître Blanchard, qu'est-ce qui va arriver à Marc, vraiment? Cela dépend de beaucoup de facteurs. L'ampleur du préjudice, sa capacité à rembourser, son attitude face à la justice, et dans le meilleur des cas, 2 ans avec sursis et une interdiction d'exercer dans le secteur financier. Le pire, 5 ans ferme, et tout s'est bien saisi. Et moi, vous ne risquez rien. Vous êtes la partie civile. Je veux dire, financièrement. Si tout est saisi, il sourit. J'ai vérifié ce matin. Votre compte personnel et votre épargne sont protégés puisqu'ils proviennent de vos revenus d'avocate. En revanche, la maison sera saisie. Probablement. Tant mieux. Je n'avais de toute façon plus envie d'y vivre. Nous arrivâmes à l'hôtel. Le hall, moderne et impersonnel, grouillait de voyageurs pressés. Léa nous attendait dans un coin, recroquevillée dans un fauteuil, une casquette enfoncée sur la tête et des lunettes noires malgré l'absence de soleil. « Sophie !» Elle se leva d'un bond. « Merci d'être venue. Léa, voici Maître Blanchard, mon avocat. » Léa serra nerveusement la main de Maître Blanchard. « Enchantée, mademoiselle. Sophie m'a dit que Marc vous avait contacté. Toute la nuit. Il a commencé vers minuit. D'abord, il était en colère. Il disait que j'étais une traîtresse, que j'avais parlé à Sophie pour me venger de lui. Vous avez gardé les messages? Tous. Regardez. » Elle nous tendit son téléphone. L'écran affichait une 30aine de messages de Marc, de plus en plus incohérents au fil des heures. « Salope, tu vas me le payer? Tu crois que tu peux me détruire comme ça? J'ai des photos de toi, des vidéos. Tu veux que je les envoie à tes parents? Réponds-moi, bordel. Léa, pardonne-moi. Je suis fou d'inquiétude. On peut s'arranger. Je t'aime. Ne me fais pas ça. Si tu témoignes contre moi, je te traîne dans ma chute. » Maître Blanchard photographia chaque message avec son propre téléphone. « C'est parfait, » dit-il. « Tentative de chantage, menace, harcèlement, Marc vient de commettre plusieurs délits supplémentaires. »« Il peut vraiment diffuser des photos de moi ?» demanda Léa, paniquée. « S'il le fait, ce sera un délit de plus, et nous pourrons demander des dommages et intérêts conséquents. » « Mais mes parents... » Léa, je posai ma main sur son bras. Marc bluffe. Il est terrorisé et il essaie de vous faire peur. Ne lui donnez pas cette satisfaction. Il m'a dit qu'il allait tout nier, qu'il prétendrait que j'étais complice depuis le début. Il peut prétendre ce qu'il veut. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Maître Blanchard rangea son téléphone. « Mademoiselle, accepteriez-vous de nous accompagner au palais de justice? Le procureur aimerait vous entendre. »« Maintenant ? » ?»« Maintenant. » Léa hésita, jetant un regard effrayé vers la sortie de l'hôtel. « Et si Marc me voit? Il ne pourra rien vous faire. Et surtout, plus vite vous témoignerez, plus vite vous serez protégé par la justice. » D'accord. Le trajet jusqu'au palais de justice se fit dans une ambiance tendue. Léa regardait constamment par-dessus son épaule, comme si Marc allait surgir de nulle part. Ses mains tremblaient et elle sursautait au moindre bruit. « Léa, vous avez prévu un avocat ?» demandai-je. « J'ai appelé celui que vous m'avez recommandé. Il m'a dit qu'il me retrouverait là-bas. » Parfait. Le palais de justice, avec sa façade imposante et ses grilles dorées, imposait toujours le respect. Je n'y venais pas souvent, préférant généralement les tribunaux de commerce, mais l'endroit gardait pour moi une aura particulière. Ici se décidaient les destins, se révélaient les vérités, se rendait la justice. Maître du chemin, l'avocat de Léa, nous attendait dans le hall. Petit, nerveux, avec ses cheveux clairsemés et ses lunettes épaisses, il ne payait pas de mine, mais je savais qu'il était redoutable. « Mademoiselle Léa, enchante. Nous avons peu de temps. L'audition commence dans 20 minutes. Comment ça va se passer ?» demanda Léa. « Le procureur va vous poser des questions sur votre relation avec Monsieur Dubois, sur les circonstances de l'ouverture de votre boutique, sur l'origine des fonds.
Répondez simplement à ce qu'on vous demande. Ne brodez pas, ne cachez rien. Et si je ne sais pas, vous dites que vous ne savez pas. C'est tout. Nous montâmes jusqu'au 3e étage, dans les couloirs austères du palais. L'odeur de cire et de vieux papier flottait dans l'air, mélange caractéristique des lieux de justice. Le procureur Martineau nous reçut dans son bureau, une pièce spartiate aux murs couverts de codes et de dossiers. La cinquantaine, les cheveux gris, le regard perçant, il dégageait cette autorité naturelle propre aux grands magistrats. « Mesdames, messieurs, asseyez-vous. » Il ouvrit un épais dossier posé devant lui. « Madame Dubois, merci d'être venue. Les éléments que vous nous avez transmis sont édifiants. Monsieur le procureur, j'ai simplement fait mon devoir de citoyenne. Nous allons commencer par vous, si vous le permettez. Ensuite, nous entendrons mademoiselle. Léa Moreau, souffla l'intéressé. Mademoiselle Moreau. L'audition dura 2 heures. Le procureur Martineau posait ses questions avec une précision chirurgicale, décortiquant méthodiquement chaque aspect de l'affaire. Je racontais comment j'avais découvert les agissements de Marc, comment j'avais rassemblé les preuves, comment j'avais fini par comprendre l'ampleur de ces malversations. Madame Dubois, votre mari était-il au courant de vos investigations? Pas du tout. Marc me considérait comme une épouse docile et ignorante de ses affaires. Comment expliquez-vous qu'il ait pu détourner autant d'argent sans que son entreprise s'en aperçoive? Marc était directeur commercial. Il gérait les contrats avec les gros clients. Il lui était facile de créer de fausses factures, de majorer certaines prestations, de toucher des commissions occultes. Et personne ne vérifiait. Marc était très apprécié de sa direction. Il rapportait beaucoup d'argent à l'entreprise. Personne n'avait de raison de se méfier. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Quand vint le tour de Léa, elle était livide. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine tenir son verre d'eau. « Mademoiselle Moreau, vous étiez la maîtresse de Monsieur Dubois? »« Oui. Depuis quand? » « 8 mois. Il vous avait dit qu'il était marié? » ?»« Il m'avait dit qu'il était séparé, que le divorce était en cours. » « Vous n'avez jamais eu de doute? » Léa baissa la tête. « Si, parfois. Mais Marc était très convaincant. Parlez-moi de votre boutique. » Marc m'a aidé à l'ouvrir. Il a dit qu'il croyait en mon talent. Il vous a prêté de l'argent? Il m'a donné 75 000 €. Ce n'était pas un prêt selon lui. Vous avez trouvé cette somme importante pour un simple petit ami? J'ai pensé qu'il était très riche. Pourquoi? Il avait toujours beaucoup d'argent liquide. Il payait tout en espèces. Il m'offrait des bijoux, des vêtements. Il m'a dit qu'il avait hérité de ses parents. Vous l'avez cru? Je voulais le croire. Le procureur nota quelque chose sur son dossier. Mademoiselle Moreau, Monsieur Dubois vous a-t-il jamais demandé de faire des choses particulières avec cet argent? Comment ça? De l'investir d'une certaine manière? De faire des virements? D'acheter certaines choses? Non. Il m'a juste dit d'ouvrir ma boutique et d'être heureuse. Et vous n'avez jamais eu l'impression qu'il vous utilisait? Léa éclata en sanglots. Maintenant, oui. Maintenant, je comprends que tout était faux. L'audition se termina vers midi. En sortant du bureau du procureur, Léa s'effondra littéralement contre le mur du couloir. « C'est fini ?» demanda-t-elle. « Pour aujourd'hui, oui, » répondit maître Duchemin. « Mais il y aura probablement d'autres auditions. » Et après? Après, nous attendons les décisions de la justice. Dans le hall du palais, maître Blanchard nous rejoignit. « Comment ça s'est passé ?»« Bien, » dis-je. Le procureur semble convaincu. « Parfait. J'ai du nouveau concernant votre mari. »« Quoi donc ?» Il a été interpellé ce matin à son domicile. Garde à vue pour escroquerie en bande organisée. En bande organisée, il semblerait qu'il n'agissait pas seul. La police a découvert qu'il était en contact avec plusieurs complices. Léa devint encore plus pâle. « Ça veut dire quoi pour moi? Que vous avez eu raison de coopérer. Une affaire d'escroquerie en bande organisée, c'est du très lourd. Nous quittâmes le palais de justice sous un soleil de plomb. Paris étouffait sous la chaleur, et l'air vibrait au-dessus de l'asphalte. Sur les marches du palais, des journalistes attendaient, apparemment à l'affût d'informations sur une autre affaire. « Sophie, » dit Léa en s'arrêtant, « je voulais vous remercier. » « Me remercier? Vous auriez pu me laisser tomber. Vous auriez pu me laisser me débrouiller seule. Léa, nous sommes toutes les deux victimes de Marc. Il était normal que nous nous serrions les coudes. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Maintenant, vous allez refaire votre vie. Vous êtes jeune, vous avez du talent. Marc n'était qu'une parenthèse malheureuse. Et ma boutique? Votre boutique sera fermée, mais ce n'est pas la fin du monde. Vous en ouvrirez une autre, plus tard, avec votre propre argent cette fois. Léa sourit pour la première fois depuis que je la connaissais. Vous avez raison, je vais rentrer chez mes parents, le temps de voir comment les choses évoluent. C'est une sage décision. Nous nous séparâmes devant le métro. Léa partit vers le nord, vers sa famille, vers une nouvelle vie.
Moi, je remontais vers les beaux quartiers, vers l'appartement de Maître Blanchard, vers mon propre avenir incertain. Dans le taxi, je repensais à cette matinée. Marc était en garde à vue. Marc, qui ce matin encore pensait pouvoir s'en sortir par le bluff et les menaces, découvrait maintenant la réalité de la justice française. Mon téléphone sonna. Emma. Maman, j'ai vu aux infos qu'il y a eu des arrestations dans une affaire d'escroquerie financière. C'est papa? Oui, ma chérie. Comment tu vas? Ça va. Et toi? J'ai prévenu mon travail que je ne venais pas aujourd'hui. Je n'arrive pas à me concentrer. Tu veux qu'on se voie? Oui. Je peux venir chez Maître Blanchard? Bien sûr. J'arrive. En raccrochant, je réalisais que pour la première fois depuis des années, Emma et moi allions pouvoir parler librement, sans secret, sans mensonge. Marc n'était plus là pour manipuler la situation, pour dresser sa fille contre moi, pour nous empêcher d'être proches. Paradoxalement, sa chute pourrait nous rapprocher. Le taxi s'arrêta avenue Foch. En descendant, je levai les yeux vers les fenêtres de l'appartement de Maître Blanchard. Derrière ces vitres m'attendait une nouvelle vie, différente de celle que j'avais imaginée, mais finalement peut-être plus authentique. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais hâte de voir ce que l'avenir me réservait. Dans l'ascenseur, je pensais à Marc, seul dans sa cellule de garde à vue, découvrant enfin les conséquences de ses actes. Je ne ressentais ni joie, ni tristesse, juste une forme de soulagement. La vérité avait enfin éclaté au grand jour. Justice était en train d'être rendue. Partie 4. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrestation de Marc, et Paris avait retrouvé son rythme estival. Les terrasses débordèrent de touristes, les scènes scintillaient sous le soleil de juillet, et moi, j'apprenais lentement à redécouvrir qui j'étais vraiment sans l'ombre de mon mari. L'appartement de Maître Blanchard était devenu mon refuge temporaire, un cocon de tranquillité dans la tempête médiatique qui s'était abattue sur notre affaire, car l'affaire avait effectivement fait grand bruit. L'escroquerie du siècle dans une entreprise parisienne, titrait le Parisien. Quand l'amour aveugle aide au blanchiment, renchérissait le Figaro. Et partout, on parlait de cette épouse avocate qui avait démasqué son propre mari. Ce matin-là, je prenais mon café en lisant les derniers développements dans la presse quand mon téléphone sonna. Emma. Maman, tu as vu BFM? Non. Pourquoi? Ils vont diffuser une interview de papa dans 10 minutes. Mon sang se glaça. Marc avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire la semaine précédente, après avoir payé une caution astronomique grâce à l'aide de sa famille. Mais une interview télévisée, Maître Blanchard avait pourtant été formelle. Toute communication publique risquait d'aggraver son cas. Une interview? Il a perdu la tête? Je ne sais pas, maman. Il a l'air différent. J'allumai la télévision et tombai sur la publicité précédant le journal. Mon cœur battait la chamade. Qu'est-ce que Marc pouvait bien avoir à dire publiquement? Nous retrouvons maintenant Marc Dubois, au cœur d'une retentissante affaire d'escroquerie financière, annonça la présentatrice. Monsieur Dubois, vous avez souhaité vous exprimer publiquement. Pourquoi? L'homme qui apparut à l'écran n'était plus le Marc que je connaissais. Amaigri, les traits tirés, les cheveux mal coiffés, il avait vieilli de 10 ans en 3 semaines. Ses yeux, autrefois 6 sur 2, fuyaient la caméra. Je voulais présenter mes excuses, dit-il d'une voix brisée. À mon entreprise, à ma famille, à Sophie. Vous reconnaissez donc les faits qui vous sont reprochés? Marc hésita longuement. Je reconnais avoir commis des erreurs. Graves, très graves. Des erreurs qui vous ont rapporté plus de 2 millions d'euros selon l'enquête. L'argent n'était pas le but. Enfin, pas au début. Quel était le but alors? J'étais pris dans un engrenage. Ça a commencé petit, quelques milliers d'euros pour aider un ami en difficulté. Puis il y a eu des pressions, des menaces. De qui? De gens qu'il vaut mieux ne pas contrarier. La journaliste se pencha vers lui. Vous parlez de la bande organisée dont vous faisiez partie? Je ne faisais partie d'aucune bande. J'ai été manipulée, utilisée. Sa voix avait pris des accents plaintifs qui me dégoûtaient. Où était passé l'homme arrogant qui m'avait humiliée devant mes collègues? Et votre épouse? Elle qui vous a dénoncé? Marc ferma les yeux. Sophie a fait ce qu'elle devait faire. Elle a toujours été droite, intègre. C'est moi qui ai tout gâché. Vous lui demandez pardon? Je lui demande pardon. Je demande pardon à ma fille aussi. Elle ne méritait pas ça. Et à Léa Moreau, cette jeune femme que vous avez impliquée dans vos agissements? Léa? Marc se prit la tête dans les mains. Léa était innocente. Complètement innocente. Je l'ai utilisée, manipulée. C'est le pire de tout ce que j'ai fait. L'aimez-vous? Je croyais l'aimer.
Mais on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on manipule. L'amour, le vrai, c'est ce que Sophie et moi avions au début, avant que je détruise tout. L'interview continua encore quelques minutes, Marc alternant entre repentir larmoyant et tentative de justification. Quand elle se termina, je restai clouée devant l'écran, incapable de bouger. Mon téléphone explosa littéralement de notifications. Messages, appels, emails, tout le monde avait vu l'interview. Sophie, la voix de Maître Blanchard me fit sursauter. Il venait de rentrer de son rendez-vous matinal. J'ai entendu la télévision, c'était « Marc, il vient de passer à BFM. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'il demandait pardon. À moi, à Emma, à Léa. Il a reconnu les faits. » Maître Blanchard s'assit lourdement. Ce crétin vient de signer ses aveux en direct. Son avocat doit être en train de se pendre. C'est grave ? Pour lui, catastrophique. Il vient d'anéantir toute possibilité de défense. Mon téléphone sonna. Emma, encore. Maman, j'arrive. Il faut qu'on parle. Ma chérie, tu es sûre que... J'arrive. Elle raccrocha avant que j'aie pu protester. 1 heure plus tard, Emma débarquait avenue Foch, les yeux rouges et un journal sous le bras. Maman, regarde ça. Elle déplia le Parisien. En une, Marc Dubois craque en direct. Il demande pardon à sa femme et à sa maîtresse. Ils ont été rapides, marmonna Maître Blanchard. Papa m'a appelé après l'interview, dit Emma en s'effondrant sur le canapé. Il pleurait au téléphone. Il n'arrêtait pas de répéter qu'il était désolé, qu'il avait tout gâché. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Rien. Je ne savais pas quoi dire. Maman, il a vraiment l'air détruit. Emma, ton père est en train de réaliser ce qu'il a fait. C'est normal qu'il soit effondré. Tu crois qu'il était sincère quand il a dit qu'il te demandait pardon ? Je réfléchis à la question. L'homme que j'avais vu à la télévision était-il le vrai Marc ? Enfin, débarrassé de ses masques ? Ou était-ce encore une manipulation ? Une dernière tentative pour attendrir l'opinion publique ? Je ne sais pas, ma chérie. Ton père a tellement menti que j'ai du mal à croire quoi que ce soit de ce qu'il dit. Mais s'il était sincère, même s'il était sincère, ça ne changerait rien. Le mal est fait. Emma resta silencieuse un moment, tournant et retournant son téléphone entre ses mains. Maman, est-ce que tu penses que vous pourriez, je ne sais pas, vous réconcilier ? La question me prit de court. Depuis 3 semaines, j'avais soigneusement évité de penser à l'avenir de mon couple. Le divorce était en cours, les papiers étaient signés, tout semblait irréversible. Mais la détresse de Marc à la télévision avait réveillé en moi des sentiments que je croyais morts. Emma, ton père et moi, c'est fini. Définitivement fini. Mais il a dit qu'il t'aimait encore. Il a dit beaucoup de choses, y compris qu'il aimait Léa. Ce n'est pas pareil. Comment ça ? Avec toi, il a dit que c'était le vrai amour, celui d'avant. Maître Blanchard, qui était resté discret jusque-là, se racla la gorge. Sophie, Emma, je ne veux pas m'immiscer dans votre conversation familiale, mais il y a des développements juridiques dont vous devez être au courant. Lesquels ? Demanda Emma. L'interview de ce matin va considérablement simplifier la procédure. Avec des aveux publics aussi explicites, le procès sera expédié en quelques audiences. C'est-à-dire, votre père sera probablement condamné dans les 2 mois. Et vu l'ampleur des sommes détournées et la médiatisation de l'affaire, il ne devrait pas échapper à la prison ferme. Emma pâlit. Combien de temps ? 3 à 5 ans. Peut-être plus si d'autres chefs d'accusation sont retenus. Oh mon Dieu. Emma, je pris sa main dans la mienne. Ton père savait ce qu'il risquait quand il a commencé ses magouilles. Il a fait ses choix. Mais maman, c'est quand même mon père. Je ne peux pas me réjouir de le voir aller en prison. Personne ne te demande de te réjouir. Mais tu ne dois pas te sentir coupable non plus. Nous passâmes le reste de l'après-midi à parler, Emma oscillant entre colère et compassion pour son père. Vers 16 heures, elle finit par partir, épuisée par ses émotions contradictoires. Une fois seule avec Maître Blanchard, je pus enfin exprimer les questions qui me taraudaient. « Maître, pensez-vous que Marc était sincère ce matin ? Sophie, en 30 ans de carrière, j'ai vu beaucoup d'hommes s'effondrer face à la justice. Certains simulent le repentir pour attendrir les juges. D'autres sont réellement détruits par ce qu'ils ont fait. Et Marc m'a semblé authentique, brisé, mais authentique. Ça change quelque chose. Pour la justice ? Non. Pour vous ? C'est à vous de voir. Le soir même, je reçus un appel inattendu. Léa. Sophie, j'espère que je ne vous dérange pas. Pas du tout. Comment allez-vous ? Ça va. Enfin, mieux qu'il y a 3 semaines. Je suis rentrée chez mes parents, dans le Lot. Ça me fait du bien d'être loin de Paris. J'imagine. Sophie, j'ai vu l'interview de Marc ce matin. Ah, il avait l'air détruit. C'est ce que tout le monde me dit. Vous savez, quand il parlait de vous, j'ai vu quelque chose dans ses yeux.
quelque chose que je n'avais jamais vu quand il me regardait. Quoi donc? De l'amour, du vrai amour. Je restais silencieuse. Était-ce possible que Marc m'aime encore? Et surtout, était-ce que ça changeait quelque chose? Léa, pourquoi me dites-vous ça? Parce que j'ai l'impression que vous l'aimez encore aussi. C'est ridicule. Sophie, quand on vous a vus ensemble au palais de justice, Maître Blanchard et vous, j'ai d'abord cru que vous étiez en couple. Nous ne sommes pas en couple, je sais, mais j'ai vu comment il vous regardait, et comment vous le regardiez aussi. Cette conversation prenait une tournure que je n'appréciais pas. Léa, je ne vois pas où vous voulez en venir. Nulle part. Je voulais juste vous dire que si Marc était sincère ce matin, peut-être que vous devriez lui donner une chance de s'expliquer. Une chance, après tout ce qu'il m'a fait, une chance de vous dire la vérité, la vraie vérité, pas celle qu'il a racontée aux journalistes ou aux juges, celle qu'il a peut-être besoin de vous dire à vous. Après avoir raccroché, je restais longtemps sur la terrasse de l'appartement, regardant les lumières de Paris s'allumer une à une. La Seine coulait paisiblement en contrebas, indifférente aux tourments humains. Léa avait-elle raison? Avais-je encore des sentiments pour Marc? Et si oui, que devais-je en faire? Mon téléphone vibra. Un message de Marc. Sophie, je sais que tu ne veux pas me parler, et je le comprends. Mais si tu pouvais m'accorder juste quelques minutes, rien que quelques minutes, j'aimerais te dire des choses que je n'ai jamais osé te dire. Même si tu me détestes, même si c'est fini entre nous. S'il te plaît. Je fixais l'écran un long moment. Puis, sans vraiment réfléchir, je tapais « Demain, 15h, café de Flore ». Sa réponse arriva immédiatement. « Merci ». En me couchant ce soir-là, je me demandais si je n'étais pas en train de commettre une énorme erreur. Mais au fond de moi, je savais que j'avais besoin de cette conversation. Pas pour lui pardonner, pas pour reprendre notre vie commune, mais pour clore définitivement ce chapitre de mon existence. Le lendemain matin, Maître Blanchard ne cacha pas sa désapprobation. « Sophie, je pense que c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que vous risquez de vous laisser attendrir. Marc est un manipulateur de génie. Ne l'oubliez jamais. Je ne risque rien. C'est fini entre nous, définitivement. Alors pourquoi accepter de le voir? Pour tourner la page, vraiment. Et si Blanchard était jaloux? Glissa une petite voix dans ma tête. Cette pensée me troubla plus que je ne voulais l'admettre. L'après-midi arriva trop vite. En me dirigeant vers Saint-Germain-des-Prés, j'avais l'impression de marcher vers un piège, mais un piège que je m'étais tendu à moi-même. Le café de Flore était bondé, comme toujours. Touristes, intellectuels, artistes s'y côtoyaient dans un joyeux désordre. Marc était déjà là, assis à une table près de la fenêtre, tournant nerveusement sa tasse entre ses mains. Quand il me vit arriver, il se leva d'un bond. Il avait encore maigri depuis l'interview télévisée. Ses vêtements flottaient sur lui, et ses yeux cernés témoignaient de nuits sans sommeil. « Sophie, merci d'être venue. J'ai dit quelques minutes, Marc, pas plus. Je sais. » Je m'assis en face de lui, gardant mes distances. Il commanda un café d'une voix si faible que le serveur dut se pencher pour l'entendre. « Sophie, je ne sais pas par où commencer. Par le commencement. Quand est-ce que tu as commencé à me mentir ?» Il ferma les yeux. « Il y a 5 ans, quand j'ai commencé à détourner l'argent. Pourquoi? Au début, c'était vraiment pour aider un ami. Paul Mercier, tu te souviens de lui? » Je me souvenais vaguement. Un homme d'affaires que Marc avait fréquenté quelques années plus tôt. Il était ruiné. Sa femme allait le quitter. Il parlait de suicide. Il m'a demandé de l'aider. « Alors tu as volé ton entreprise? » J'ai emprunté 50 000 €. J'avais l'intention de les rembourser. Mais tu ne l'as pas fait. Paul ne m'a jamais rendu l'argent. Et entre-temps, j'avais découvert à quel point c'était facile de détourner des fonds. Il suffisait de gonfler quelques factures, de créer des prestations fictives, et tu as continué. J'ai continué. D'abord pour rembourser ce que j'avais pris, puis par avidité. Et Léa, Marc eut un sourire amer. Léa était mon fantasme de jeunesse retrouvé. Cette fille qui me regardait comme si j'étais un héros, qui croyait en moi. Tu l'aimais? Je croyais l'aimer. Mais ce que j'aimais, c'était l'image que j'avais dans ses yeux. L'homme brillant et généreux que je n'étais plus avec toi. Parce qu'avec moi, tu étais quoi? Avec toi, j'étais un imposteur. Tu me connaissais trop bien. Tu voyais mes défauts, mes faiblesses. Avec Léa, je pouvais jouer la comédie. Et moi, dans tout ça, Marc me regarda droit dans les yeux pour la première fois depuis le début de notre conversation. Toi, tu étais ma conscience, celle que je fuyais parce qu'elle me renvoyait à mes mensonges. Marc, tu m'as humilié, devant mes collègues, devant notre fille. Je sais, et c'est impardonnable. Alors pourquoi m'avoir demandé de venir? Parce que je voulais que tu saches que tout n'était pas faux entre nous. Nos 15 premières années, Emma,
Les moments de bonheur, ça c'était vrai. Des larmes coulaient maintenant sur ses joues. Sophie, je t'aime. Je t'ai toujours aimée. Même quand je te trompais, même quand je te mentais. Tu es la seule femme que j'ai vraiment aimée. Marc, il est trop tard. Je sais. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande pas de revenir. Je voulais juste que tu saches que tu n'étais pas responsable de nos problèmes. C'est moi. Tout vient de moi. Nous restâmes silencieux un moment. Autour de nous, la vie du café continuait, indifférente à notre drame personnel. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demandai-je finalement. « Purger ma peine, essayer de rembourser ce que j'ai volé, et peut-être, un jour, mériter le pardon d'Emma. Et après la prison ? Je ne sais pas. Tout recommencer, je suppose. Tu as peur ? Terrifié. Je regardais cet homme brisé en face de moi. Il ne restait plus rien de l'arrogance qui l'avait caractérisé pendant si longtemps. Pour la première fois depuis des années, Marc me paraissait humain. Marc, je ne peux pas te pardonner. Pas maintenant. Peut-être jamais. Je comprends. Mais je ne te souhaite pas de mal non plus. Merci. Je me levai. Au revoir Marc. Au revoir Sophie. En sortant du café, je ne me retournai pas. Cette conversation avait effectivement tourné une page. Pas celle que j'attendais, mais une page importante quand même. Marc n'était plus l'ennemi à abattre, ni le grand amour perdu. Il était juste un homme qui avait fait de mauvais choix et qui devait en assumer les conséquences. Et moi, j'étais enfin libre de construire ma nouvelle vie. Partie 5. 6 mois plus tard, je me tenais devant le miroir de ma nouvelle salle de bain, dans mon nouvel appartement du 7e arrondissement, en train d'ajuster une robe que je n'aurais jamais osé porter du temps de Marc. Rouge vif, cintrée, audacieuse. Une robe de femme libre. Ce soir, Maître Blanchard, Pierre, comme il me demandait de l'appeler désormais, m'emmenait à l'opéra. Nous sortions ensemble depuis 2 mois, officiellement depuis que mon divorce avait été prononcé. Une relation qui s'était développée naturellement, sans drame, sans passion dévorante, mais avec cette complicité profonde qui naît entre 2 personnes qui se comprennent vraiment. Mon téléphone vibra. Un message d'Emma. « Maman, j'ai une surprise pour toi ce soir. Ne rentre pas trop tard après l'opéra. » Ma fille avait retrouvé sa joie de vivre depuis que le procès de Marc était terminé. Il avait été condamné à 4 ans de prison ferme, dont 2 avec sursis. Actuellement incarcéré à Fresnes, il m'envoyait régulièrement des lettres que je lisais sans y répondre. Des lettres pleines de regrets, d'analyse de ses erreurs, de promesses de rédemption. Des lettres d'un homme qui avait enfin compris ce qu'il avait perdu. Emma lui rendait visite 1 fois par mois. Elle revenait toujours bouleversée, partagée entre l'amour filial et la déception. « Il a l'air d'un fantôme », m'avait-elle dit après sa dernière visite. « Il passe ses journées à lire et à écrire. Il dit qu'il écrit ses mémoires pour expliquer comment on peut tout détruire par orgueil. » Léa, elle, avait disparu de nos vies. Retournée dans le lot, elle avait ouvert une petite bijouterie avec l'aide de ses parents. D'après les nouvelles qu'Emma glanait sur les réseaux sociaux, elle semblait avoir retrouvé sa sérénité. Elle était même en couple avec un instituteur du village. « Elle a l'air heureuse », m'avait dit Emma. Plus heureuse qu'avec papa, en tout cas. Pierre arriva à 19h précise, élégant dans son smoking. Ces derniers mois, j'avais découvert un homme différent de l'avocat austère que je croyais connaître. Cultive, attentionné, drôle à ses heures, il m'avait redonné confiance en l'amour. Pas l'amour-passion de mes 20 ans, mais quelque chose de plus mûr, de plus solide. « Vous êtes éblouissante », dit-il en m'embrassant. « Merci, vous n'êtes pas mal non plus. Prête pour Don Giovanni ? Plus que jamais. » Le trajet jusqu'à l'Opéra Bastille se fit dans sa Mercedes. Musique classique en fond sonore. Pierre me racontait l'histoire de l'opéra que nous allions voir, et j'écoutais d'une oreille distraite, songeant à quel point ma vie avait changé. Il y a 1 an, j'étais une épouse trompée qui s'ignorait, une femme qui vivait dans l'ombre de son mari manipulateur. Aujourd'hui, j'étais associée dans l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de Paris, propriétaire de mon propre appartement et en couple avec un homme qui me respectait. « Sophie, à quoi pensez-vous » demanda Pierre. « À rien, à tout. À quel point la vie peut basculer en quelques mois. Des regrets ? Aucun. Et vous » Il sourit. « Comment pourrais-je regretter la plus belle chose qui me soit arrivée depuis la mort de ma femme ?» Nous arrivâmes place de la Bastille, tandis que le soleil couchant embrasait les façades haussmanniennes. L'opéra, avec sa architecture moderne et controversée, se dressait comme un vaisseau de verre et d'acier dans ce quartier chargé d'histoire. « Pierre, puis-je vous poser une question indiscrète ? Toutes vos questions sont les bienvenues. Quand avez-vous su que vous étiez intéressé par moi ?» Il réfléchit en se garant. « Le jour où vous avez tenu tête à Marc dans votre open space.
En vous voyant transformer votre humiliation en victoire, j'ai compris que vous étiez une femme exceptionnelle. Vraiment? Vraiment. Et vous? Quand avez-vous su que j'étais plus qu'un simple avocat pour vous? Le soir où vous m'avez préparé ce Bordeaux et où vous m'avez écouté parler de mes peurs sans me juger. J'ai eu l'impression qu'enfin, quelqu'un me voyait vraiment. Sophie, il faut que je vous dise quelque chose. Son ton était devenu sérieux. Mon cœur s'accéléra. Quoi donc? Ce soir, après l'opéra, j'aimerais vous poser une question importante. Quel genre de question? Le genre de question qu'on pose quand on a trouvé la femme avec qui on veut passer le reste de sa vie. Je restais bouche bée. Était-il en train de me dire qu'il voulait me demander en mariage? Pierre, ne répondez pas maintenant. Profitez juste de Don Giovanni. Nous parlerons après. La représentation fut magnifique. L'histoire de ce séducteur impénitent qui finit par payer ses crimes me renvoya inévitablement à Marc. Comme Don Giovanni, il avait cru pouvoir mentir et manipuler impunément. Comme lui, il avait fini par tout perdre. Mais contrairement au héros de Mozart, Marc était encore vivant. Il avait encore une chance de racheter ses erreurs, de redevenir quelqu'un de bien. Ses lettres montraient qu'il y travaillait, difficilement, douloureusement, mais sincèrement. À l'entracte, Pierre m'offrit une coupe de champagne. « À quoi portez-vous un toast ?» demanda-t-il. « À nos nouvelles vies, à nos nouvelles vies. » Nous trinquâmes, et je remarquai qu'il était nerveux. Ses mains tremblaient légèrement. « Pierre, vous allez bien ?»« Parfaitement bien, juste impatient que cette soirée se termine. » « Si impatient que ça de rentrer ? Impatient de vous poser ma question. » Le deuxième acte me parut interminable. Non pas qu'il fût ennuyeux, la musique de Mozart était sublime, mais mon esprit était ailleurs. Qu'allait me demander Pierre? Et surtout, qu'allais-je répondre? Étais-je prête à me remarier? Après la trahison de Marc, avais-je encore la force de faire confiance à un homme au point de lui promettre fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare? Quand le rideau tomba sous les applaudissements, Pierre se tourna vers moi. « Vous avez apprécié ?»« Beaucoup. Mozart avait une façon unique de mélanger le sublime et le dramatique. Comme la vie. Comme la vie. » Nous quittâmes l'opéra dans la foule des spectateurs élégants. Il était près de minuit et Paris scintillait de tous ses feux. Pierre me proposa de marcher le long de la Seine plutôt que de reprendre immédiatement la voiture. « Sophie, vous vous souvenez de notre première conversation vraiment personnelle, sur votre terrasse, le soir où Marc avait été arrêté. Vous m'aviez dit que vous aviez peur de ne plus jamais pouvoir faire confiance à quelqu'un. Je m'en souviens. Et maintenant, je m'arrêtais au milieu du pont Alexandre III, regardant la tour Eiffel illuminée qui se reflétait dans l'eau noire. Maintenant, je pense que la confiance, ça se mérite et ça se cultive, jour après jour. Et pensez-vous que je l'ai mérité? Pierre, vous savez bien que oui. Il sortit de sa poche un petit écrin de velours bleu. Dans ce cas, mon cœur s'arrêta de battre. Sophie Dubois, accepteriez-vous de devenir Sophie Blanchard? Il ouvrit l'écrin, révélant un solitaire magnifique, simple et élégant. Pierre, Avant de répondre, laissez-moi vous dire pourquoi je vous aime. Je vous aime pour votre courage, votre intégrité, votre intelligence. Je vous aime pour la façon dont vous avez su transformer votre douleur en force. Je vous aime pour cette capacité que vous avez à voir le bon côté des gens, même quand ils vous ont fait du mal. Des larmes coulèrent sur mes joues. Je vous aime pour la mère extraordinaire que vous êtes, pour l'avocate brillante, pour la femme passionnée, et je vous promets de passer chaque jour de ma vie à mériter votre amour. Pierre, alors Sophie, voulez-vous m'épouser? Je regardais cet homme merveilleux qui m'offrait une nouvelle chance d'être heureuse. Un homme qui m'avait aimée dans mes moments les plus sombres, qui avait su me redonner confiance en moi, qui m'offrait un avenir sans mensonge ni trahison. Oui, dis-je dans un souffle. Oui, Pierre, je veux vous épouser. Il glissa la bague à mon doigt et m'embrassa sous les lumières de Paris. Autour de nous, quelques passants nocturnes applaudirent discrètement. Je vous aime, Sophie. Je vous aime aussi, Pierre. Nous rentrâmes chez moi main dans la main, parlant déjà de nos projets d'avenir. Un mariage simple, dans l'intimité. Peut-être en Provence, dans cette maison de famille que Pierre possédait près d'Aix. Emma serait notre témoin, bien sûr. En arrivant devant mon immeuble, je découvris que toutes les fenêtres de mon appartement étaient illuminées. « On dirait que vous avez de la visite », remarqua Pierre. Emma m'avait dit qu'elle avait une surprise. Nous montâmes, et en ouvrant la porte, je découvris une dizaine de personnes dans mon salon. Emma, mes collègues de bureau, mes amis les plus proches, même Maître Duchemin, l'avocat de Léa. « Surprise !» cria Emma. « Mais qu'est-ce que vous faites tous là? On fête ta nouvelle vie ?» dit Martine, ma collègue. Emma nous a dit que Maître Blanchard avait prévu quelque chose de spécial ce soir. Tu étais au courant?
demandai-je à Pierre. Emma m'a demandé de l'aide pour organiser cette petite fête. Elle voulait qu'on célèbre nos fiançailles dignement. Nos fiançailles? Mais elle ne pouvait pas savoir que... Maman, Emma s'approcha de moi en riant. Pierre m'a demandé ta main il y a une semaine. Officiellement. Il a fait ça? Tradition oblige, dit Pierre en haussant les épaules. Je tenais à avoir la bénédiction de votre fille. Et j'ai dit oui immédiatement, s'exclama Emma. Pierre est parfait pour toi, maman. Papa aurait voulu que tu sois heureuse. Tu penses vraiment ça? J'en suis sûre. Dans sa dernière lettre, papa m'a écrit qu'il espérait que tu trouverais quelqu'un qui saurait t'aimer comme tu le mérites. Cette révélation me bouleversa. Marc, depuis sa prison, souhaitait mon bonheur. Il avait vraiment changé. La soirée se prolongea jusqu'à 3 heures du matin. Mes amis portèrent des toasts, racontèrent des anecdotes, célébrèrent cette nouvelle étape de ma vie. Vers 2 heures, fatiguée par les émotions, je m'éclipsai sur ma terrasse pour prendre l'air. Emma me rejoignit. « Maman, tu es heureuse? Plus que je ne l'ai été depuis longtemps. Tu penses parfois à papa? Parfois? Et toi? Souvent. Il me manque, tu sais. Pas l'homme qu'il était devenu à la fin, mais celui d'avant. Celui qui me racontait des histoires quand j'étais petite. Il est toujours ton père, Emma. Il le sera toujours. Tu crois qu'un jour, quand il sortira de prison, vous pourriez être, pas amis, mais apaisés? C'est possible. Le temps aide à pardonner. Et Pierre, il ne sera pas jaloux du passé? Pierre est un homme intelligent. Il sait que mon passé fait partie de moi, y compris les erreurs et les souffrances. Nous regardâmes Paris s'endormir lentement. Au loin, la tour Eiffel s'éteignit, marquant la fin de cette journée extraordinaire. Maman, oui, je suis fière de toi. Pour tout. Pour avoir eu le courage de quitter papa. Pour avoir refait ta vie. Pour avoir su rester digne dans cette épreuve. Ma chérie, non, laisse-moi finir. Tu m'as appris que quoi qu'il arrive, on peut toujours s'en sortir. Que la vie offre toujours de nouvelles chances à ceux qui ont le courage de les saisir. Nous nous embrassâmes, mère et fille réconciliées par les épreuves. 3 mois plus tard, Pierre et moi nous marions dans sa propriété provençale. Une cérémonie simple, sous les oliviers, avec pour seuls invités nos proches. Emma était radieuse dans sa robe de demoiselle d'honneur bleu lavande. Même mes parents, venus spécialement de Bretagne, semblaient avoir oublié leur réticence initiale envers ce remariage trop rapide. Marc m'avait envoyé une lettre pour l'occasion. Pas pour me supplier de revenir, pas pour critiquer mon choix, mais pour me souhaiter sincèrement d'être heureuse. « Tu mérites le meilleur », écrivait-il. « Pierre a de la chance. J'espère qu'il saura te donner tout ce que je n'ai pas su t'offrir. » 1 an plus tard, j'étais enceinte. À 42 ans, je n'y croyais plus. Mais la vie, décidément, ne cessait de me surprendre. Pierre était fou de joie, Emma impatiente d'être grande sœur. « Comment vas-tu l'appeler » me demanda Emma lors du dîner où nous annoncions la nouvelle. « Si c'est une fille, Espérance. Si c'est un garçon, Félix. Pourquoi ces prénoms? Parce qu'ils résument ce que cette grossesse représente pour moi. L'espérance d'un nouveau bonheur, la félicité d'une nouvelle vie. » Pierre me prit la main. « Sophie, vous m'avez déjà donné tellement. Nous nous sommes donné mutuellement une nouvelle chance. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir. » Ce soir-là, en me couchant, je repensais à cette journée d'il y a 2 ans, où Marc avait débarqué dans mon bureau avec ma valise. Si quelqu'un m'avait dit alors que sa trahison me mènerait vers le plus grand bonheur de ma vie, je ne l'aurais jamais cru. Mais c'était pourtant la vérité. En me poussant vers la sortie, Marc m'avait paradoxalement poussé vers la liberté. En détruisant notre couple, il m'avait permis de me reconstruire. En révélant sa vraie nature, il m'avait appris à reconnaître la valeur des hommes authentiques. Mon téléphone vibra. Un message d'Emma. « Maman, j'ai visité papa aujourd'hui. Il va bien. Il m'a chargé de te dire qu'il était heureux pour toi et Pierre, et pour le bébé. » Je souris dans l'obscurité. Marc avait enfin compris. Aimer quelqu'un, ce n'était pas le posséder. C'était vouloir son bonheur, même sans soi. Peut-être qu'à sa sortie de prison, dans 1 an et demi, nous pourrions effectivement être apaisés. Pas amis, c'était impossible après tout ce qui s'était passé, mais apaisés. En attendant, j'avais une nouvelle vie à construire. Un mari merveilleux à aimer, une fille à accompagner dans sa propre vie d'adulte, et bientôt un bébé à chérir. La justice avait été rendue. La vérité avait éclaté au grand jour. Et moi, Sophie Blanchard, anciennement Dubois, je pouvais enfin regarder l'avenir avec sérénité. Dehors, Paris s'endormait sous les étoiles. Demain serait un nouveau jour, plein de promesses et de possibilités. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'avais hâte de le voir se lever.